Cet épisode est un extrait de mon dernier podcast. En quelques minutes, tu entendras un des messages forts de mon invité. J'espère que cette petite pause dans ta journée te permettra de garder espoir et de calmer ton éco-anxiété. Si cet extrait te plaît et tu veux en savoir plus sur mon invité, je te laisse aller découvrir l'épisode en entier sur Évidemment. Full disclosure, comme on dit en anglais, il faut que les auditeurs soient informés que c'est moi qui représente la nature au conseil d'administration. Et ça explique pourquoi je peux apporter des détails sur le cas Norcis. Comment on les recrute ? Eh bien, figure-toi qu'on a fait avec le dirigeant de l'entreprise, donc lui et moi, nous avons rédigé une fiche de poste, une fiche de mission, en disant voilà ce qu'on attend des représentants de la nature. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire voilà déjà quelle est notre définition de la nature, voilà notre philosophie de la nature, confère ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme on a adopté cette philosophie-là, on a besoin de ces compétences-là. Et en l'espèce, les compétences que nous attendions, c'était une bonne connaissance des 9 limites planétaires. Parce que Norcis a choisi de retenir la deuxième définition de la nature, un petit peu la troisième aussi, mais je vais faire simple pour pas embrouiller l'esprit des lecteurs. Ça, c'était une première compétence qui était attendue et une deuxième compétence qui relevait cette fois-ci des solutions. C'est-à-dire, venez nous parler de quelles sont les solutions qui feraient plaisir à la nature. Quelles sont les solutions en termes d'informatique, parce que Norcis est une boîte de services numériques. Quelles sont les solutions en termes de business model ? Est-ce qu'il faut du régénératif ? Est-ce qu'il faut de la robustesse ? Tu sais, il y a plein de concepts à la mode. Donc voilà, on a cherché des profils et on a recruté des profils qui ont soit une compétence sur les limites planétaires, soit une compétence sur les solutions. Donc ça, c'est la première partie de ta question. La seconde partie touche, si mes souvenirs sont bons, à comment ça fonctionne. On parle de 8 représentants au total. Chacun va avoir des pouvoirs spécifiques parce que chacun siège dans une instance de gouvernance spécifique. Par exemple, le représentant de la nature qui siège au CSE, donc du côté des syndicats et de représentants du personnel, eh bien, ses pouvoirs sont ceux traditionnellement, conférés par la loi aux représentants du personnel. Mon pouvoir, je l'ai déjà dit, c'est un droit de vote et un droit de veto sur les aspects stratégiques de l'entreprise. Donc chacun a un bout de pouvoir. Mais effectivement, on se réunit tous dans un haut conseil qui est présidé par une personne de l'entreprise que les auditeurs connaissent sûrement, qui s'appelle Thomas Brezard, et puis moi-même. Donc nous coprésidons et nous prenons des décisions de telle façon à ce que personne, c'est-à-dire ni moi, ni Thomas, n'allons parler en notre nom propre au nom de la nature. Moi, ce que j'ai mis en place, et ça, j'ai été assez ferme avec Norcis sur ce point-là, c'est que je ne veux pas que X ou Y s'improvise tout seul représentant de la nature. Même s'il a des compétences pour le faire, c'est jamais suffisant. Et moi, le premier, je dis, je ne suis pas Louis XIV. Je ne vais pas dire l'État c'est moi, je ne vais pas dire la nature c'est moi. Et donc, les décisions ou les avis que les uns et les autres vont pousser sont, en première instance, discutés au sein de ce haut conseil de la nature. Alors après, est-ce que c'est à la majorité ? Est-ce que c'est au consensus ? Ça dépend des sujets, quoi. Mais à la fin, c'est toi qui prends la décision de mettre le veto. Le veto, c'est effectivement moi en dernière instance. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais Après avoir écouté ce que tout le monde a pu penser sur un sujet, a pu se dire, avoir trouvé des points d'entente, etc. Toi, à la fin, la décision, elle est entre tes mains de dire oui, c'est OK par rapport à ce qu'on s'est dit, ou alors non, red flag. Et en fait, c'est veto. C'est ça. Après, si tu veux, le veto, moi, je compare ça à l'arme nucléaire. C'est que c'est vraiment quand on a tout essayé, qu'il n'y a plus aucune alternative, mais tu vois, on évite d'utiliser la bombe nucléaire tous les 4 matins. Et le veto, c'est un peu pareil parce que l'objectif, c'est vraiment de faire évoluer les positions de l'entreprise
de négocier aussi. Parce que l'idée d'un droit d'exercer son droit de veto, ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de négociation, tu vois. Or, c'est toute la philosophie de mon projet, c'est que entre nature et entreprise, entre non-humain et humain, il faut discuter. Tu vois, il y a des intérêts qui vont pas dans le même sens. Le poussin veut vivre, nous on veut manger un nugget, tu vois. Ça, c'est des intérêts concurrents. Il faut en discuter. Et bon, c'est un très mauvais exemple parce que voilà, là, pour faire un nugget, il faut assassiner, on va dire, un poussin. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de veto, il y a plus de discussion. Et ça, pour moi, c'est problématique et c'est pas la philosophie de la façon dont j'appréhende le sujet. Surtout que mettre un droit de veto, si je l'utilise trop souvent, en plus, derrière, il faut se souvenir qu'il y a des salariés. Norcis, c'est pas une petite entreprise de 40 personnes, c'est 800 salariés. Et tu vois, les droits de veto peuvent avoir, le droit de veto peut avoir des conséquences sur, tu vois, l'emploi. Derrière, c'est des salariés, c'est des familles, etc., etc. Donc, tu vois, il faut utiliser ce pouvoir avec modération. Est-ce que tu as la responsabilité, mais est-ce que si par exemple, est-ce que, je vais le dire franchement, est-ce que tu peux te faire virer parce que en fin de compte, il y a après tu fais partie du conseil d'administration, donc peut-être pas. Enfin, comment ça se passe exactement si en fait à un moment donné l'entreprise, vous êtes plus en accord? C'est une bonne question. Écoute, mon mandat, il est de 3 ans. Un mandat OK. de 3 ans. Les autres représentants de la nature ont un mandat de 2 ans. Comment ça se passe concrètement? Il faudrait rentrer dans la technique juridique, ce qui risque d'endormir Oui. nos auditeurs, mais techniquement, le président de la fondation actionnaire me délègue ses pouvoirs pour une durée d'un mandat de 3 ans, etc., etc. OK. Donc, oui, on peut imaginer qu'il y ait une révocation, voilà, de cette délégation de pouvoir. Donc, pour répondre à ta question, oui, on peut imaginer que je me fasse virer en quelque sorte. Mais si tu veux, c'est quand même gravé dans le marbre. C'est-à-dire que même si moi je pars, quelqu'un d'autre devra venir me remplacer. Ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est important de le souligner parce que, à nouveau, c'est pas moi la nature. Je ne suis pas, tu vois, et donc, peut-être si on me vire demain, c'est peut-être parce que j'aurais mal fait le job, tu vois, et que Norcis voudra quelqu'un qui soit encore plus engagé que moi. Donc, on est bien dans une institution. C'est pas une personne qui est importante, c'est une institution qui va perdurer par-delà les têtes qui passent. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité, l'épisode en entier est disponible sur Évidemment. En attendant le prochain épisode, tu peux m'écrire sur LinkedIn au nom d'Amélie Aujar ou prendre un rendez-vous de coaching en utilisant mon lien Calendly. Je te souhaite de vivre à fond et de garder espoir. À bientôt!